Monsieur Yann Arthibald. Ah, ça marche? C'est bon? Bon, ben bonjour tout le monde. Alors, je vais vous raconter, parler un petit peu de ma vie, comment je suis devenu un activiste, un écolo-activiste. Je vais vous parler d'amour, important. Et puis, je vais vous dire des choses pas forcément très agréables, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de la vérité. Il faut savoir reconnaître ce qui est en train d'arriver, et de ne pas en avoir peur, moins de le savoir, parce que quand on sait, on réagit différemment et on vit un petit peu différemment. Alors, première photo, vue du cœur, ça commence par un cœur, hein, c'est une photo très célèbre que j'ai faite en Nouvelle-Calédonie. Et cette photo, quand je l'ai faite, je n'ai pas du tout compris qu'elle deviendrait un jour si importante. J'avais fait un livre sur la Nouvelle-Calédonie, je l'avais même mis en rabat et non pas dans le livre. Et quand il a fallu faire un livre sur la Terre vue du ciel, elle s'est imposée toute seule et elle est devenue célèbre. Alors, quand j'étais très jeune et que j'avais des cheveux bruns, je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. Voilà, on avait la même différence d'âge que les Macron, et j'étais très amoureux. Et elle m'a fait confiance, j'étais un gosse qui faisait du cinéma, j'étais un peu perdu. Et c'est vraiment elle qui m'a donné cette passion des animaux, de la nature, et on a créé ensemble une réserve zoologique, et j'ai élevé beaucoup de lions. On était un peu spécialisés dans les animaux apprivoisés, et je rêvais de faire j'avais été très très mauvais à l'école, et je rêvais de faire une thèse sur les lions. Un peu comme Jane Goodall, que vous connaissez peut-être, qui a étudié les chimpanzés, qui ne donnait pas des numéros aux animaux comme tous les scientifiques le faisaient, mais qui donnait des noms. Et donc, j'ai la chance incroyable de rencontrer Pierre Pfeffer, qui est le directeur du muséum, à moi qui avais 0 diplôme. Enfin, quand vous pouvez passer un doctorat, vous pouvez passer une thèse, même si vous avez 0 diplôme, vous avez un directeur de thèse qui l'accepte. Et donc, je suis parti au Kenya avec ma femme Anne, que j'ai rencontrée à ce moment-là. Et on est partis en Afrique tous les deux, avec ces 2 enfants, 2 petits garçons que j'ai trouvés tout faits, qui sont mes fils. Et on est partis au Kenya et on a construit une maison en bois au bord de la rivière. Et j'ai passé 3 ans incroyables, très heureux. J'étais amoureux, je faisais le travail que je voulais. J'étais au milieu d'animaux incroyables. Ma femme était très très proche des femmes Maasai. Il faut savoir que c'est très intéressant, comme je travaillais avec les Maasai, parce que bon, on va en parler, je faisais de la montgolfière et ils m'aidaient à m'occuper du ballon le matin. Et les Maasai, ils ont beaucoup, beaucoup de noms pour l'herbe, un peu comme les Inuits ont beaucoup de noms pour la glace. Et on était très proches d'eux. Et ce qui est formidable au Kenya, ce qui est absolument extraordinaire et qu'on a tendance à oublier, ceux qui ont été dans une réserve africaine, c'est que les animaux n'ont pas peur de l'homme. C'est assez extraordinaire de voir les antilopes, les girafes, les éléphants. Vous êtes dans une réserve en voiture et les animaux n'ont pas peur de vous. Je rêverais, moi, que les cerfs, les biches, les sangliers, les chevreuils n'aient pas peur de nous comme ça. Parce que c'est des endroits où il n'y a pas de chasse, et donc les animaux n'ont pas peur de l'homme. L'homme, c'est comme un arbre. Et donc, c'est extrêmement formidable pour les étudier et travailler avec eux. Le Masai Mara, c'est un endroit extraordinaire au Kenya, peut-être le plus bel endroit pour étudier les animaux, avec une très, très grosse densité. Et ce qui est formidable, c'est que 40 ans après, le territoire appartient aux lionnes, les mâles ne sont que des hôtes de passage. Les lionnes qui vivent ici, c'est encore les descendantes des lionnes que j'ai étudiées il y a une quarantaine d'années. C'est un endroit formidable parce que chaque année, il y a une énorme migration des gnous. Il y a 2 millions de gnous qui traversent la rivière et pendant un mois, la nourriture est abondante et les lions sont c'est un groupe de lions très fort parce qu'ils ont beaucoup à manger. Ils sont installés dans cet endroit du Masai Mara. Et pendant 3 ans, tous les jours, on les suivait. On suivait la famille. On a suivi une famille de 17 lions, mais en même temps, on avait une centaine de fiches. Pour reconnaître les lions, on compte les poils de moustache. Vous voyez ? Et les petits poils qui sont là, on avait donc des fiches comme ça, vous voyez ? Et on comptait les poils de moustache. C'est un moment très important pour moi, le Kenya, que c'est un moment où j'ai découvert la nature, découvert la beauté du monde et peut-être pourquoi j'étais fait. Je me sentais bien dans cet endroit, ce que je faisais, je me sentais utile. Et puis j'étais heureux parce que j'étais amoureux, je faisais ce que j'étais vraiment. Il y a des moments dans la vie où on est heureux et on n'en profite pas assez. Vous savez, il y a des moments dans votre vie formidables. Les moments malheureux, on s'en souvient toujours, mais les moments très heureux, je pense qu'on n'en profite peut-être pas assez. Avec le recul, je me dis, j'avais peut-être pas assez profité, me dire, ben là, c'est un moment formidable, tu devrais en profiter. Et j'ai un peu la nostalgie de ce moment-là. Ce sont les lions qui m'ont appris la photographie, qui m'ont appris la patience, qui m'ont appris surtout peut-être cette beauté évidente qui est partout autour de nous et qu'on ne regarde pas.
Alors ce qui est assez étonnant quand je travaillais là-bas, c'est qu'on travaillait en Kodachrome, bien sûr en argentique, alors je faisais des photos, mais je ne voyais pas ce que je faisais. Je découvrais mes photos quand je rentrais au moment de la saison des pluies, au mois de juin. Donc je travaillais un peu à l'aveugle, et je n'étais pas photographe, mais j'avais le sens de la photographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lions aujourd'hui sont en danger. Ils étaient 400 000 à cette époque-là en Afrique. Aujourd'hui, ils sont environ 25 000, parce que bien sûr, leur territoire se réduit, grosse démographie, et bien sûr, tous les animaux, les grands carnivores, dérangent. Très difficile pour les carnivores de vivre avec une population dense. 75% de leur territoire est bien sûr été en régression, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de cultures autour des réserves. Tous les grands prédateurs, d'ailleurs c'est la même chose pour les loups ou pour les ours en France, quoi. Les prédateurs dérangent les gens, surtout l'agriculture. Alors, pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière et tous les matins, j'emmenais les touristes en ballon voir les animaux. Et quand vous faites une étude, bien sûr que le territoire est très très important. Donc je voyais, on comprenait, c'est un territoire que je connaissais par cœur parce que quand vous allez pendant 3 ans tous les jours sur le même endroit, vous connaissez tous les rochers, tous les arbres, tous les buissons, mais vu du ciel, ça prenait vraiment une importance différente. Et on voit bien d'ailleurs sur cette photo de rivière que j'ai fait avec le ballon, on voit bien ce que je voyais en bas n'était rien du tout par rapport à ce que je voyais en haut. Il faut savoir aussi une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on a tous dans notre téléphone, on a le monde vu du ciel. On a Google Earth, dont toutes les photographies aériennes, on les a sur notre téléphone. À cette époque-là, ça n'existait pas. Donc la photographie aérienne était quelque chose de très, très, très nouveau. Et quand je rentre à Paris, moi, je voulais partir étudier les tigres en Inde, et ma femme me dit, écoute, il y a 2 garçons, il faut qu'ils aillent à l'école, il y a leur père qui habite Paris, donc on ne peut pas les emmener, donc je décide de devenir photographe. Et je deviens photographe, je fais beaucoup de choses, de Paris-Dakar, Roland-Garros, toujours un peu spécialisé, un peu animaux, nature, et en tout cas voyage. Et pendant 10 ans, je suis photographe. Une petite histoire que je vais vous raconter, dans les 10 ans où j'étais. Ça, c'est Diane Fossey, je ne sais pas, vous la connaissez, c'est la fameuse scientifique qui avait étudié les gorilles au Rwanda. Et un jour, ma femme a un très très grave accident de voiture, elle est enceinte, elle accouche à l'hôpital, je m'occupe du bébé. J'ai adoré faire ça, d'ailleurs, m'occuper d'un bébé qui venait de naître, que j'avais aucune expérience, j'ai adoré faire ça. Et un jour, on me téléphone, au bout de 3 mois, Diane, voilà, est-ce que tu veux aller photographier Diane Fossey? Mais je ne peux pas, je m'occupe de Tom. Et j'entends ma femme qui dit, écoute, ça va, il y a 3 mois que tu t'occupes du bébé, je vais me débrouiller, vas-y, je sais que tu rêves d'y aller. Et je dis, je suis un peu faux cul, je dis d'accord, merci, oui, bien sûr, ravi de le faire. Et je prépare mes affaires pour partir au Rwanda. Et au moment de partir, on habitait sur une péniche, ma femme glisse, tombe par terre. Je vais la ramasser et je me bloque le dos. Mais je bloque le dos vraiment, le vrai lombago. Et comme vous voyez, vous ne pouvez plus vous lever. Je pars au Rwanda comme ça. J'arrive au Rwanda, je me fais faire des piqûres de cortisone, parce que c'est un peu dans la montagne. Et j'arrive chez Diane Fossey, qui m'engueule parce que je suis arrivé 2 jours en retard, parce qu'évidemment, j'avais été me faire soigner. Elle m'avait fait un gâteau au chocolat. Elle était très mauvais caractère. Et elle avait un cancer du poumon. Elle ne pouvait pas aller voir les gorilles. Alors elle me demande d'aller voir les gorilles tous les jours, de les photographier. Et elle me demande un truc assez curieux, c'est de ramasser les crottes. De ramasser les crottes pour voir les étudier. Elle savait avec les crottes, elle savait quelles étaient les familles. C'est très important pour elle. Et alors ce qui est formidable avec les gorilles, c'est que j'étais tout seul dans cette espèce de forêt. Il pleuvait tout le temps. Vous savez le film Les gorilles dans la brume, c'est vraiment ça. Et je les vois, les gorilles, de loin le premier jour, et je m'assois, je prends mon appareil photo comme un photographe animalier. Un seul coup, tous les gorilles viennent autour de moi. Mais vraiment autour de moi, les petits fouillent dans mes poches. Un énorme mâle dominant me fait une espèce de grosse parade d'intimidation et s'endort sur mon pied en ronflant. Et je peux vous dire, parce que c'est à l'heure où il faisait la sieste, et je peux vous dire que quand vous êtes photographe animalier et qu'il y a des animaux sauvages, si puissants, qui est bien plus fort que vous, qui vous acceptent de cette façon-là, c'est très très émouvant. J'ai eu les larmes aux yeux, je me dis, ben là, qu'est-ce que j'ai un beau métier, quoi, de pouvoir approcher comme ça des animaux si puissants, si sauvages, qui vous acceptent. Est-ce d'harmonie entre l'animal sauvage et l'homme? Et là, je passe 3 semaines avec les gorilles. J'avais toujours très très mal au dos, vraiment mal au dos. Alors j'avais des sorciers qui m'avaient fait des pommades avec des chansons. J'étais vraiment coincé. Et un jour, il y a un petit mâle, mais pas si petit que ça quand même. Vous voyez, un mâle assez gros qui me fait une vraie parade d'intimidation, qui n'était pas le mâle dominant, parce que le mâle dominant a le dos gris. Il me tourne autour de moi comme ça, il casse des branches, il me donne un grand coup dans le dos,
il m'envoie à 3 mètres et il me remet ma vertèbre en place. L'histoire est véridique. Je marchais impeccable. Très bon chiropracteur, le gorille. Et là, en 1992, il y a une grosse conférence qu'on appelle la conférence de Rio, qui est sans doute la première vraie COP. Voilà, c'est une grande conférence. On ne parle pas du tout de changement climatique à cette époque-là. On parle de déforestation, on parle un peu de pauvreté, mais surtout déforestation et pollution des eaux. Le dérèglement climatique, on a commencé à en parler à partir de 2004-2005. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Et donc, je décide à ce moment-là de faire un grand travail sur la Terre qu'on appelle, que vous connaissez peut-être, s'appelle la Terre vue du ciel. Et l'idée, c'était bien sûr de faire des photos de la beauté du monde. Et en fin de compte, je me suis aperçu en travaillant pendant ces nombreuses années que chaque fois, j'avais envie de dire qu'est-ce que je peux raconter derrière ces images. Quand par exemple, vous voyez cette image de la plage de Rio, pour moi, il est assez facile de dire, quand je suis né, on était 2 milliards, aujourd'hui on est presque 8. C'est même incroyable que dans ma vie d'homme, j'aurais vu pratiquement plus que la population du monde tripler. Après, quand vous voyez la barrière de corail, eh bien, c'est extraordinaire en Australie. Aujourd'hui, 50% de la barrière de corail a disparu à cause du réchauffement climatique. Toujours sur mes photos, on essaye de raconter quelque chose, pas forcément de dramatique, mais de raconter une information. Par exemple, sur ces photos de calcaire à Madagascar. Alors, je ne vais pas vous poser la question, qu'est-ce que c'est que le calcaire? Le calcaire, ce sont les animaux morts. Pendant des milliards d'années, la Terre a été couverte par la mer, il y a énormément de plancton, la vie est arrivée dans la mer, et quand la mer s'y est retirée, tous ces planctons sont tombés au fond de la mer, et tout le calcaire du monde, les falaises d'Étretat, ce sont des animaux morts. Et c'est pour ça que le ciment est extrêmement polluant, parce qu'on fait du ciment avec du calcaire, et bien sûr c'est plein de carbone, parce que tout c'est un peu, c'est pas des énergies fossiles, mais c'est du fossile, et c'est plein de carbone qui ont pompé le carbone de l'atmosphère et qui ont fait notre atmosphère, et bien sûr le ciment, pour faire du ciment il faut du calcaire, en plus il faut le chauffer, c'est pour ça qu'on dit que le ciment c'est entre 5 et 10% des gaz à effet de serre, donc il faut éviter de construire en ciment au maximum. Et puis là vous avez un arbre. Ce qui est intéressant, c'est que cet arbre, il n'est pas dans la terre, il pousse sur du rocher. En fin de compte, quand la Terre a été, il y a 4 milliards d'années, c'était qu'un gros morceau de rocher, il n'y avait pas de terre. Qu'est-ce qui a fait la Terre? C'est ces milliards de plantes et d'animaux vivants qui sont morts et qui ont fabriqué notre Terre. C'est assez impressionnant de penser qu'il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas de terre. Il y avait du sable, mais la Terre qu'on a aujourd'hui, c'est tous ces souvenirs de ces milliards et milliards de plantes et d'animaux. C'est pour ça que l'humus, d'où vient le mot homme, est très très important. On vient de là, on sort de cette terre. Et ça c'est intéressant sur cette photo de raconter cette histoire. Pour parler des arbres, des forêts primaires, ça c'est une forêt qu'on a fait en Guyane, on déforeste chaque année entre 13 et 15 millions d'hectares de forêts primaires. Et une forêt primaire, on ne peut pas la refaire. On pouvait déforester, comme là on fait par exemple on va faire sur l'huile de palme, en Bornéo. On ne peut pas refaire une forêt primaire. Une forêt primaire, il faut des milliers d'années pour la refaire. Quand vous effacez, dès qu'un scientifique va dans une forêt primaire, il trouve toujours des nouveaux insectes, des nouveaux animaux, des nouvelles bactéries. Ce qui veut dire que quand on déforeste, c'est un peu comme si on effaçait un disque dur sans même regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est une déforestation à Bornéo, qui était une île entièrement couverte de forêts primaires et qui a été entièrement déforestée pour faire de l'huile de palme, qui est la première huile utilisée au monde. C'est l'huile la moins chère, bien sûr, il y a besoin d'énergie, mais voilà, c'est un désastre écologique absolument incroyable. Et en même temps, cette huile, une huile bon marché, des millions de gens qui en ont besoin. Toujours ces contradictions, ce contraste entre notre croissance, ce qu'on a besoin pour vivre. En fin de compte, on est tellement intelligent, tellement puissant qu'on est en train de consommer la Terre. Alors les baleines, j'aime beaucoup cette photo que j'ai faite à la Península Valdés en Argentine. Je raconte toujours l'histoire parce que très peu de gens le savent. C'est le pétrole qui a sauvé les baleines. Et à un moment, on a tué environ 1 500 000 baleines. Pourquoi le pétrole a sauvé les baleines? Parce qu'avant, les villes étaient éclairées avec du gras de baleine. Et quand vous allez en Antarctique, il y a des énormes usines rouillées, vous voyez, sur les îles qui sont avant d'arriver en Antarctique. Évidemment, on tuait les baleines pour le gras, parce que bien sûr, une baleine, c'est surtout énormément de gras. Bon, je vous passe les détails sur les chiffres des baleines. Alors, mes photographies aériennes, bien sûr, je suis assez connu pour le graphisme, essayer de montrer au maximum la beauté du monde.
Mais moi, je suis un peu comme un photographe. Je ne me prends pas pour un grand artiste, je me prends pour quelqu'un qui se promène dans un musée, qui photographie les beaux tableaux. Quand vous tombez là-dessus, vous avez bien compris que c'est beau, que c'était intéressant. C'est les dattes qui sèchent. Quand les dattes, elles sèchent, elles sont jaunes au départ, puis après elles deviennent marron. Une espèce de tapis incroyable que les paysans égyptiens ont dessiné pour moi sur le sol. Un peu la même chose avec ces vieux filets en Corée ou sur lesquels on fait sécher les sushis. Bien sûr, je suis très intéressé par la recherche du graphisme en permanence. Le lac Baïkal, c'est extraordinaire aussi à photographier. C'est le lac Baïkal en Russie, c'est 20% de l'eau douce du monde. 20% de l'eau douce du monde, c'est assez incroyable. Avec une glace très très épaisse, avec des craquements, c'est vraiment extraordinaire à photographier. Quand je fais des photographies aériennes, j'étais en hélicoptère. Ça, c'est par exemple, c'est en Islande, c'est l'eau bleue qui descend des glaciers avec le fer qui est dans la roche. Cette photo, elle doit faire 2 mètres sur 3 mètres. Vous voyez, donc je peux descendre très très bas. Puis quelquefois, je suis très très haut. Vous voyez, ça c'est une photo faite à Nakuru au Kenya. On voit les petits flamants roses qui sont sur la rose. C'est un lac salé. Donc vous voyez, l'hélicoptère me permet vraiment de monter, de descendre, de travailler avec différents téléobjectifs. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que la Terre, quoi. Il n'y a rien de plus beau qu'un grand chêne dans un champ. Pour moi, je suis toujours fasciné par la beauté de la nature. Et pour parler des flamants roses, ça c'est une photo que j'ai faite dans les années 80 en ULM. C'était un lac Nakuru où il y avait 800 000 flamants. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 200 000. Pourquoi? Quand vous achetez des fleurs l'hiver, toutes les fleurs que vous achetez l'hiver, et même l'été d'ailleurs, elles proviennent du Kenya, Éthiopie, Chili. Et en fin de compte, il y a un énorme marché de fleurs qui s'est installé dans ces pays-là. Alors bien sûr, ça donne des emplois. Et autour du lac Nakuru, énormément de serres ont été faites autour du lac Nakuru et Naivasha, et l'eau était très très salée, parce que les crevettes ont besoin d'une eau salée à cause les crevettes que mangent les flamants roses ont besoin d'eau salée, et le lac est devenu beaucoup moins salé, donc les flamants roses sont partis. Il faut savoir que dès que vous achetez des fleurs l'hiver, c'est des fleurs qui arrivent en avion, qui vont se poser à Amsterdam et qui vont revenir ici. Le marché de la fleur, c'est colossal, et en plus, c'est extrêmement pollué. Comme c'est des fleurs qu'on ne les mange pas, il y a énormément de pesticides à l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs que les fleurs sont souvent interdites dans les hôpitaux. Alors, vous voyez, toutes les photos que je fais de la Terre vue du ciel, j'essaye de comprendre, d'expliquer. Et bien sûr, la pression de l'homme fait que les chiffres sont de plus en plus dramatiques. C'est une photo très connue que j'ai faite au Kenya, de tous ces chemins qui vont sur un arbre pour trouver de l'ombre, beaucoup par des éléphants. Alors, il faut savoir que les éléphants, c'est un peu c'est vraiment symbolique de ce qui est en train d'arriver en ce moment. Il faut savoir que le WWF dit les chiffres absolument difficile même à comprendre. On estime qu'on a perdu 70% du vivant en 40 ans. 70% du vivant sur la Terre en 40 ans. C'est les chiffres du WWF. C'est absolument incroyable. Et les éléphants, ils étaient 20 millions en 1900, au début de 1900. Aujourd'hui, ils sont 350 000. Et chaque année, on perd 10% des éléphants. J'ai vu un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps qui disait que on parlait de la disparition inévitable des éléphants. Alors il va rester des éléphants dans les parcs fermés en Afrique, mais l'éléphant sauvage, pourquoi? Il faut dire que les éléphants, c'est un animal migrateur. Vous pensez bien que quand, avec une démographie énorme qu'il y a en Afrique, les éléphants, ils dérangent. Quand vous plantez vos tomates ou votre blé et que les éléphants passent, ils détruisent tout. En plus, c'est énormément de viande, il y a énormément de braconnage sur les éléphants. Et malheureusement, l'éléphant, à part peut-être au Botswana, qui est un endroit extrêmement protégé, il va disparaître certainement de l'Afrique et c'est quand même extrêmement triste. Bien sûr, quand je photographie la Terre, je m'intéresse énormément aux villes. Parce que les villes, vu du ciel, c'est un peu comme une fourmilière dans la forêt. Il n'y a pas d'un côté les villes et d'un côté la nature. Et ça, c'est à Ulaanbaatar, une ville en Mongolie qui a une des plus grandes progressions. Il faut imaginer, écoutez bien ce chiffre, que 3 millions de personnes rejoignent les villes toutes les semaines. Toutes les semaines, 3 millions de personnes rejoignent les villes, souvent des paysans qui sont des gens très très pauvres. Et ils vont s'installer souvent dans des bidonvilles comme à Guayaquil, au Pérou. Et il faut savoir que en Équateur, qu'est-ce que c'est qu'un bidonville? Un bidonville, selon les Nations Unies, c'est un endroit où vous n'avez pas d'acte de propriété, vous n'avez pas d'assainissement, souvent pas d'électricité. Et il y a 1,5 milliard personnes qui vivent dans des bidonvilles. Alors les déchets, bien sûr, quand vous photographiez la photographie aérienne, c'est toujours très spectaculaire de voir les rois de déchets qui sont souvent un peu cachés. Il y a 2 milliards de tonnes de déchets produites par an. 2 milliards de tonnes. Depuis le début du plastique, on a fabriqué 8 milliards de tonnes de
de plastique, mais on a recyclé seulement 9%. 8 milliards de tonnes, 8%. C'est pour ça que quand vous voyez des bateaux qui disent qu'on va ramasser le plastique dans la mer, c'est impossible. Quand vous voyez la taille. Par contre, ce qu'il faut, c'est absolument travailler sur la façon que tout le plastique qu'on utilise. Il n'y a pas très longtemps, j'étais chez Intermarché, je parlais du plastique avec le directeur. Tout est sous plastique. Tout ce qu'on consomme est sous plastique. Et aujourd'hui, c'est comment apprendre à recycler ce plastique. Et il faudrait pouvoir le recycler. Au lieu qu'il parte, bien sûr. Bien sûr, il est souvent brûlé dans l'incinérateur, mais ce n'est pas très très bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est le commerce mondial. Le commerce mondial aujourd'hui, c'est énorme. Pendant que je vous parle en ce moment, il y a 20 millions de conteneurs qui sont sur la mer. 20 millions de conteneurs. 90% des marchandises qu'on utilise arrivent par bateau. 90%. C'est absolument incroyable. Quand vous voyez ces énormes bateaux conteneurs, ça c'est l'usine à Shanghai, c'est super impressionnant. La croissance, cette espèce d'envie du monde entier d'avoir plus, de croître, est absolument spectaculaire quand on voit tous ces millions de conteneurs. Et la croissance, c'est aussi de vendre des armes. Ma France, mon pays, est le 3e vendeur d'armes au monde. Par exemple, cette ville qui s'appelle Sanaa, qui est au Yémen, est aujourd'hui bombardée par l'Arabie saoudite avec des armes que la France a vendues. Ça, c'est la mosquée d'Alep, avant et après. Et moi, il y a quelque chose qui me choque vraiment, que penser que mon pays est le 3e vendeur. Alors en ce moment, on est en train de parler des sous-marins, fameux sous-marins australiens. Mais moi, ça me choque profondément que mon pays soit le 3e vendeur d'armes au monde. Ça, c'est la mosquée d'Alep en Syrie. Non, c'est la ville de Damas, excusez-moi, ville de Damas à Syrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, je me disais, l'an 2000, c'est les voitures qui vont voler dans la rue. Vous voyez, on imaginait un monde de science-fiction, Blade Runner un petit peu. En fin de compte, la grande révolution de notre siècle, c'est la communication. Aujourd'hui, vous voyez la ville de Damas. Vous imaginez bien que quand vous vivez dans une ville avec un dictateur, et vous avez un endroit où vous n'avez pas de liberté. La liberté, vous la voyez à travers les satellites. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de personnes qui sont sur Internet. Il y a 30 000 chaînes de télévision en France. Non, pas en France, dans le monde. 30 000 chaînes. Je me souviens, quand j'habitais l'Allier et que j'avais 20 ans, on avait 2 chaînes de télévision, une couleur, une noir et blanc. Aujourd'hui, 30 000 chaînes. Vraiment, là, je pense que la grande révolution de notre époque, c'est Internet, c'est la communication. Ça, bien sûr, quand vous photographiez la Terre, vous allez bien sûr photographier la glace, c'est important. La glace est vraiment le témoin du réchauffement climatique. Ça, c'est assez intéressant parce que dans le temps, quand on voulait aller en bateau du Pacifique en Atlantique, on passait par le canal du Panama ou par Ushuaia. Aujourd'hui, on peut passer par le nord parce que, bien sûr, la glace est en train de fondre. L'Arctique a perdu 50% de sa surface en 50 ans. Alors, il y a la différence entre la glace entre l'Arctique et l'Antarctique. La glace de l'Arctique, c'est de l'eau salée. Donc, si ça fond, c'est pas grave, c'est comme un glaçon dans votre verre. Par contre, l'Antarctique et le Groenland, là, ça fait une grosse différence. On estime que le Groenland fond 8 fois plus vite depuis les années 90. 8 fois plus vite. En ce moment, il y a une accélération de la fonte des fontes absolument incroyable. Il n'y a pas très longtemps, il y avait, cet été, c'était l'année dernière, il y a une base militaire près du pôle Nord, ils ont eu 21 degrés. La température maximum qu'ils avaient eue depuis l'histoire qui s'était installée là-bas, c'était 10 degrés. En une année, ils sont passés 21 degrés. Vous avez vu cette année avec le dôme de chaleur qui s'est passé au Canada. Et on se rend bien compte aujourd'hui que le climat est en train de changer complètement et la glace en est vraiment un des témoins importants. Si seulement le Groenland fond, le Groenland qui est une île, vous voyez un peu en dessous, si seulement le Groenland fond, l'eau monte de 7 mètres. Seulement le Groenland. La mer monte de 7 mètres. Ça, c'est en Antarctique. Aujourd'hui, la concentration de carbone dans l'atmosphère, c'est la même que celle qu'il y avait il y a 4 millions d'années. Il y a 4 millions d'années, il y avait des arbres en Antarctique. Et l'eau était 20 mètres de plus. Ce qui veut dire que ça ne va pas arriver demain, mais qu'on a enclenché quelque chose qu'on ne peut plus arrêter, et que l'eau montera de 20 mètres. Je ne sais pas s'il y aura des arbres en Antarctique, mais en tout cas, la fonte des glaces est vraiment quelque chose de très spectaculaire, et bien sûr, tous les scientifiques parlent, parce que c'est le moment où on le voit le mieux. Il faut savoir que quand nous, ici, on a 1 degré de plus en moyenne, ce qu'on a eu depuis l'ère industrielle, c'est 2 degrés en Arctique et 2 degrés en Antarctique. Et bien sûr, le permafrost. Alors, le permafrost, c'est toute cette terre gelée. C'est environ 1/5 de la terre du monde et 1/3 de l'hémisphère nord.
plein de méthane, et c'est en train de fondre à une vitesse absolument incroyable. Et il faut savoir que le méthane, c'est 28 fois supérieur en gaz à effet de serre en gaz à effet de serre par rapport au CO2. Par contre, ça reste qu'une quinzaine d'années, mais c'est quand même 28 fois supérieur en gaz à effet de serre par rapport au CO2. Kilimandjaro sans neige, ça bien sûr, vous avez bien compris que c'est une photo qui va choquer tout le monde. Et bien sûr, tous les incendies qu'on a eus depuis toutes ces dernières années, en fin de compte, chaque année, maintenant, le monde se met à brûler l'été, on est habitué à ça. On s'aperçoit qu'en Sibérie, ça brûle tout seul. En fin de compte, le feu est dans la tourbe, elle reprend tout seul. Ce n'est même pas des feux organisés, ça repart automatiquement. Puis en plus, les feux organisés un peu au Brésil, enfin, vous l'avez tous vu, et même quand on voit cette photo de San Francisco, on s'aperçoit que même les Américains, aujourd'hui, qui sont largement responsables du changement climatique, que c'est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, eux aussi seront des réfugiés climatiques. Les énergies fossiles, il faut savoir que les énergies fossiles sont en train de nous tuer, tout simplement. Aujourd'hui, il y a 10 millions d'euros par minute en subventions données pour les énergies fossiles, parce que les énergies fossiles, c'est vraiment le sang de notre économie. Sans énergie fossile, notre économie s'écroule. Donc bien sûr, des subventions, parce que tous les pays ne rêvent que d'une chose, c'est avoir des points de croissance supérieurs. Voilà, je pense que je ne vais pas vous parler on va vous parler un peu des énergies renouvelables. Bien sûr, le charbon, qui est encore aujourd'hui l'énergie fossile la pire, qui est bien sûr la première énergie pour l'électricité dans le monde entier. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les énergies renouvelables qu'on utilise se sont additionnées aux énergies fossiles, elles ne sont pas soustraites. Quand j'ai fait mon film Home, on utilisait par an 90 millions de barils de pétrole. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions, plus les énergies renouvelables. Voilà, bien sûr, les pays en voie de développement. La France n'a pas tellement augmenté ses énergies fossiles parce que, bien sûr, on a le nucléaire, mais bien sûr, tout ce qu'on achète en Chine qui vient de l'étranger est bourré de carbone, vous avez compris. Les paysans, pour moi, c'est très important. Je travaille énormément sur les dessins faits par les paysans, vous avez bien compris, puis je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, ceux qui ne vendent rien. Aujourd'hui, 70% des gens les plus pauvres du monde, c'est des paysans. C'est ceux qui vont rejoindre les villes. Et les femmes, dans les 70% des gens les plus pauvres, 70% sont des femmes. Les femmes font 50% du travail des hommes, du monde, excusez-moi. 50% du travail du monde ne posséderaient que de 1 à 2% des propriétés du monde. Les femmes font 50% du travail du monde, et elles ne possèdent que 1 à 2% des propriétés du monde. L'agriculture, ça m'a toujours fasciné, ça m'intéresse, c'est pas parce que bien sûr c'est l'énergie qu'on a tous les jours, c'est ce qui sculpte les paysages que je photographie. Et ça, c'est une photo que j'ai faite à Tombouctou. On voit bien qu'avec un petit peu d'eau, un peu de crotte de chameau, on arrive à faire pousser n'importe quoi. Ça, c'est à Tombouctou. Et ça, ce sont des champs français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pétrole, ça a été un accélérateur de progrès incroyable. Imaginez qu'en 1850, 2 Français sur 3 travaillaient dans les champs. Aujourd'hui, c'est une personne sur 100. Aujourd'hui, un agriculteur, avec un tracteur, il peut travailler sur 350 hectares tout seul. Tout seul, 350 hectares pour faire des céréales. Une grande partie de ces céréales va servir à nourrir les animaux, faire des produits chimiques. Et bien sûr, on a coupé tous les arbres, parce que les arbres s'empêchent. Ça, cette photo est symbolique. Je ne sais pas où j'ai fait ça, mais en survolant la France. Mais oui, on voit bien, il n'y a plus d'arbres. Aujourd'hui, les arbres s'empêchent de passer les tracteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la France, c'est le pays agricole par excellence. On a 52% de notre territoire qui est agricole, alors que la Chine, ce n'est que 6%. Donc on est vraiment le pays agricole. Et pourtant, on achète 50% de notre nourriture à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'on fait beaucoup de choses avec peu de main-d'œuvre, avec des tracteurs, et on achète à l'étranger le maraîchage qui va arriver de Hongrie, qui va arriver d'Espagne, qui va arriver du Maroc. C'est incroyable de penser à ça parce qu'on n'est pas capable de payer le vrai prix, en fin de compte, des vrais prix des paysans qui travaillent, donc on va l'acheter moins cher ailleurs. Et on parlera des pesticides après, si vous voulez. Alors ça, c'est les amandiers en... Tu vois, c'est des photos un peu en vrac où je survole le monde et chaque fois je me pose des questions. Par exemple, 90% des amandes qu'on consomme dans le monde viennent de Californie et c'est pollinisé par des abeilles, bien sûr. Alors les abeilles, comme il n'y en a pas assez, aujourd'hui les apiculteurs en Amérique, ils ne vivent pas en vendant du miel, ils vivent en louant leurs abeilles pour la pollinisation. Comme il n'y en a pas assez, on fait venir des abeilles d'Australie. C'est absolument incroyable. 100 000 tonnes d'amandes chaque année. Il faut 4 litres d'eau pour faire une amande et 300 000 abeilles pour polliniser 1 hectare. Et là, vous avez des milliers d'hectares d'amandes. Alors,
La viande, vous connaissez tous le poids écologique de la viande, ça c'est les feedlots aux États-Unis. Quand on a photographié cette photo, on a été arrêté, on est resté 2 jours au poste, alors qu'il n'y a pas de secret de photographier, ce qu'on appelle les feedlots. C'est là où les animaux vont être engraissés, on leur met des hormones, ce qui est interdit en France, mais on les engraisse. C'est pour ça que la viande aux États-Unis est toujours beaucoup plus tendre et un peu plus sucrée, parce que les animaux sont bourrés de maïs. Et bien sûr, c'est un poids écologique énorme. On estime que les 6 plus grosses entreprises d'élevage au monde émettent autant de carbone que la France et l'Allemagne. C'est un article qui vient de passer dans le Guardian hier. Moi, bien sûr, je suis devenu végétarien, pas d'un coup, hein, il m'a fallu longtemps pour le faire. Mais c'est vrai que quand vous voyez ces usines à veaux qui appartiennent à Danone aux États-Unis, parce que vous savez que quand vous buvez du lait, il faut que la vache elle fasse un veau tous les ans. Et donc un petit veau n'a aucune valeur quand il naît, on ne sait pas quoi en faire. Donc on les met dans ces où on les tue, parce que ça vaut 10 à 15 euros. Je voyais l'autre jour qu'un petit chevreau, quand vous mangez du fromage de chèvre, un petit chevreau, ça vaut, je crois que c'est 0,30 centimes du kilo. Vous voyez le poids de l'animal, c'est absolument incroyable, le prix de l'animal. Et donc tous ces veaux sont élevés là-dedans. Et moi, je dois reconnaître que c'est ça qui me rend végétarien, plus l'effet de gaz à effet de serre, c'est la façon dont on traite les animaux. Il y avait un pacte naturel qui a été fait entre la nature et l'élevage depuis des millions d'années, et l'industrie est en train de le détruire complètement. Si vous voulez faire quelque chose pour l'environnement, la chose la plus simple à faire, c'est d'arrêter de consommer la viande industrielle. Bien sûr, il faut consommer de la viande, il y a des paysans qui font bien leur boulot, il faut savoir le payer le vrai prix, pas le prix qu'on paye aujourd'hui, pas le plus bas possible, mais au contraire le plus qu'on peut payer pour aider les paysans, mais la viande industrielle, c'est une aberration. Ça, c'est du coton. C'est une photo que j'ai faite il y a très longtemps en Côte d'Ivoire. C'est du coton bio qui avait été ramassé à la main. Et ce coton bio ramassé à la main, l'usine a dû fermer aujourd'hui parce que, bien sûr, le coton américain OGM qui est subventionné, parce que tous les États subventionnent, bien sûr, leur agriculture, qui arrive en Côte d'Ivoire, voilà, il n'y a plus de marché. Il faut savoir aussi que tous les vêtements que vous donnez aux fripes, vous savez, quand vous donnez vos vêtements vous allez donner vos vêtements à Emmaüs et tout, beaucoup de ces vêtements partent en Afrique. Et partout en Afrique, quand vous avez des petits villages, il y a des gens qui vendent des vêtements. Vous voyez qu'il y a des vêtements qui viennent du monde entier, d'Australie, de France. C'est pour ça que on a tué complètement l'industrie textile en Afrique, puisque tous les vêtements d'Occident viennent en Afrique. Un peu la même chose pour le maïs, où le maïs américain subventionné est bien sûr beaucoup moins cher que le maïs ramassé à la main. Et le maïs, il faut savoir que c'est la nourriture principale des Kenyans. Alors bien sûr, les réfugiés, vous voyez toutes ces photos, c'est beauté du monde, mais derrière, c'est une réflexion dans lequel monde on vit. Ça, c'est un camp qui s'appelle Dadaab, qui est un camp de réfugiés que personne ne connaît, qui est au nord du Kenya. 470 000 personnes. Il faut savoir que dans le monde, aujourd'hui, il y a 60 millions de réfugiés dans le monde qui vivent dans les pays en voie de développement. Ils ne vivent pas dans les pays occidentaux. Et c'est intéressant parce que je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Vous savez, moi je m'occupe d'un petit orphelinat, disons que j'aide quelqu'un qui s'occupe d'un orphelinat à Brazzaville, et les gosses, ils nous appellent sur WhatsApp. Ça veut dire qu'ils ont Internet. Tous les gosses du monde aujourd'hui savent très bien quel est le salaire ici, quelles sont les aides, quel est le travail. Et quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, pas d'éducation, pas de services de santé, pas de travail, vous n'avez qu'un rêve, c'est de venir dans ce paradis incroyable que vous avez au bout de votre téléphone. Et nous, on s'occupe beaucoup de réfugiés en train de faire un film là-dessus. Et je pense que nous, si on vivait en Mali, en Éthiopie, on n'aurait qu'une envie, c'est de venir chez nous. On râle tout le temps, on n'est jamais content, mais on vit quand même dans un paradis par rapport à ces gens-là. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la grande crise migratoire n'a pas encore commencé et que je ne sais pas ce qui va se passer. Je voyais qu'en 2019, il y a 2200 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée en essayant de traverser. Voilà, l'Allemagne a accueilli 1 500 000 réfugiés, la France en a accueilli 100 000. Et en moyenne, un réfugié, il reste 17 ans dans un camp. Ça, c'est la moyenne des nations, 17 ans dans un camp. Ils n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas travailler. Ils s'installent dans des camps, et bien sûr, c'est compliqué. D'ailleurs, dans ces camps au Kenya, c'est devenu très dangereux parce que le Shabab, un peu le Al-Qaïda local, et quand on a été faire ces photos, on était vraiment escortés par l'armée tellement c'est dangereux. Alors, le livre sort La Terre vue du ciel en l'an 2000. Alors il y a des photos qui sont plus récentes, que j'ai continué à travailler par la suite. Et puis j'ai une chance formidable, j'ai vraiment une chance inouïe, c'est que tous les musées du monde refusent mes photos. En disant, ouais, la Terre vue du ciel, c'est des cartes postales, ça n'a aucun sens. Et donc on invente les expos dans la rue. Grâce au Sénat à Paris, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vu l'exposition rue de Médicis, qui a été un succès absolument incroyable. Alors tout le monde me disait, les photos vont être taguées, vont être abîmées. Jamais, dans aucune exposition,
une photo n'a été abîmée. J'ai fait des expositions à Kaboul. J'ai fait des expositions dans des endroits vraiment où on pourrait penser que les photos, il n'y avait pas de respect. Et c'est drôle parce que la beauté du monde, beaucoup de gens le respectent. Imaginez à Kaboul, dans un moment où on a été, où les gens ne s'intéressaient pas beaucoup, ne connaissaient même pas le monde. Je me souviens très bien, on fait des expositions. Et ce sens de la beauté du monde, je crois tous les hommes la comprennent. Ça, c'est très intéressant. Alors, cette exposition, là, on l'a fait au Bangladesh, à gauche, à droite, à Rio, et donc j'ai continué à voler après ce travail. Le livre, bien sûr, s'est vendu à 1 million d'exemplaires grâce à ces expositions qu'on a fait un peu partout. Je crois qu'on a fait 200 expositions dans le monde, plusieurs centaines de millions ont vu ces expositions. Alors, bien sûr, de temps en temps, c'est un peu dangereux, l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est un moyen formidable pour se déplacer, pour travailler, mais très dangereux. Quand vous faites de l'hélicoptère, vous prenez une assurance sur la vie. Immédiatement, si vous marquez hélicoptère, l'assurance est multipliée par 3. Donc, vous voyez, et je me souviens, on s'est cassé la gueule pendant le Katrina aux États-Unis, et on a perdu le contrôle de l'hélicoptère, non pas qu'il y avait un ouragan, mais parce que c'était quand moment tout était inondé, et on filmait les hélicoptères qui sortaient des gens des maisons, c'était après l'ouragan. Et on aurait dû se tuer. J'ai cru que j'étais mort. Quand on est tombé, parce que l'hélicoptère, on se tue. D'ailleurs, le jour, j'essayais de calculer les gens avec qui j'ai volé, tous les pilotes avec qui j'ai volé. Près de 30 à 40% des pilotes avec qui j'ai volé dans le monde se sont tués. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, l'hélicoptère, mais c'est extrêmement dangereux. Et je pensais que j'étais mort parce qu'on a perdu le contrôle, on est descendu en piqué comme ça, puis on est tombé dans un arbre. Un miracle. Et j'étais comme sous de joie d'être en vie. On était un peu évanouis, on était amenés par les hélicoptères américains. J'étais sur un porte-avions américain, à poil, il m'avait tout coupé mes vêtements, j'avais un peu de sang dessus, et je voulais boire du vin. J'étais tellement content d'être en vie, et pour moi, le vin, c'était la France, c'était mes amis, c'était le terroir. Et je voulais téléphoner à ma femme, à qui j'ai appelé, qui m'a engueulé, elle s'est mise à pleurer, pourquoi tu m'appelles, c'était pas la peine de me dire ça, elle avait raison. Et je voulais boire du vin, je me suis retrouvé, alors ils m'ont fait une picouse pour m'endormir, et le matin, je me suis retrouvé habillé en militaire sur les quais, ils m'ont ramené à Nouvelle-Orléans, et ils m'ont dit, vous vouliez du vin. Il paraît que je hurlais, du vin. Bon. Maintenant, je fais beaucoup de drones. Ça, c'est des villes en Irak qu'on a photographiées. Et vous voyez que le drone, aujourd'hui, c'est une façon très différente de travailler avec l'hélicoptère. On peut voler très bas. Et certainement qu'aujourd'hui, la Terre vue du ciel, je ne pourrais pas le faire parce qu'il y a tellement de gens qui font du drone dans le monde entier que ces photos ne seraient pas nouvelles. La photographie aérienne est quelque chose de très commun aujourd'hui. Chacun a un drone, tous les photographes ont des drones. Mais on voit bien la façon de travailler très, très différente avec un drone, avec un hélicoptère. Et puis en même temps de ce travail sur la Terre vue du ciel, j'ai fait un gros travail que je continue encore aujourd'hui sur la bâche. Je fais des portraits de gens sur la bâche. J'ai commencé par faire un travail sur l'agriculture. Ce qui m'intéressait, c'est de photographier toutes les races qui sont en train de disparaître. Aujourd'hui, la vache Holstein, par exemple, qui est 80% de nos vaches laitières, n'existait pas dans les années 70. C'est une vache qui est arrivée du Canada. Il y avait beaucoup de races locales. Toutes ces races locales sont en train de disparaître. Et ça m'intéressait de les photographier. Je l'ai fait dans le monde entier, avec des cochons. Puis j'ai fait aussi un travail sur les Français, que je continue, on va en parler tout à l'heure. Dans les années 90, l'Express m'a demandé de photographier des Français. Alors, j'avais un boucher, un curé, un épicier, un président. Et donc je me suis aperçu que le boucher, chez moi, était le boucher idéal. Mon épicier, il était pareil. Le président, la même chose. Et c'est vrai que je continue. Voilà, là, j'ai fait des gilets jaunes. C'est vraiment un travail de fond que j'ai fait depuis 40 ans, qui n'est pas encore très connu, mais on fait un film, on va parler tout à l'heure, où je continue à faire ce travail. J'ai fait aussi un livre sur les chevaux, qui est assez connu. J'ai photographié les races de chevaux dans le monde, tout en faisant la Terre vue du ciel. Et puis un jour, je rencontre Luc Besson qui me dit, alors je fais de la télévision, je fais l'émission sur France Télé, je deviens un peu plus connu. Un jour, Luc Besson me dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un film ensemble? Et on a fait ce film que j'aime beaucoup, qui a été vu par beaucoup de gens, parce qu'on a inventé un système de faire payer les films par des mécènes et que le film soit gratuit pour le monde entier. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire encore aujourd'hui. Home avait été financé par le groupe Pinot. Et grâce à ça, il a pu être distribué le même jour à la télévision, sur Internet. Et je crois que c'était 150 télévisions qui le même soir voyaient le film. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années.
les hommes il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre. Alors ça, c'est un film que j'ai fait en 2008, où je pensais qu'on allait tout changer, qu'on avait compris ce qui allait se passer. Il y a le film d'Al Gore qui était arrivé. Il y avait toute une espèce d'engouement incroyable pour lutter contre le changement climatique. Et en fin de compte, en gros, on n'a rien fait du tout. On a beaucoup parlé, mais on a continué sur notre religion de la croissance, notre tyrannie de la croissance, je dirais, dont on a tous profité, moi le premier, je ne suis pas mieux que vous. Mais c'est vraiment une question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer? On en parlera un peu plus tard. Et puis, dans tout mon travail, j'ai fait un film que j'adore. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce film, Human, ici ou pas? Levez la main ceux qui l'ont vu. Alors, si vous voulez, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est gratuit, c'est sur Internet, c'était financé par la Fondation Bettencourt, tout le monde peut le voir. Et alors, on a été autour du monde interroger les gens. Pourquoi j'ai fait ce film? Parce qu'un jour, je suis tombé en panne d'hélicoptère dans un tout petit village en Afrique. Et pendant 3 jours, un type qui m'a reçu dans ces agriculteurs qui vivent tout seuls, éloignés de tout, m'a parlé de sa vie. Il m'a parlé de la peur de la mort, de la peur d'être malade aussi, parce que quand on est malade, on ne peut pas nourrir sa famille, on ne peut pas travailler. On fait aussi beaucoup d'enfants, parce qu'on fait des enfants pour travailler avec soi, qui vont vous aider quand vous allez vieillir. Et il m'a parlé ça avec beaucoup d'amitié. Vous savez, des gens, quelquefois, vous rencontrez, vous n'allez jamais revoir, je ne les ai jamais revus. Mais je me sentis vraiment très, très bien avec eux. Il m'a raconté leur vie. Je me suis dit, dans mon travail, il manque absolument la parole de l'homme. C'est ça qui m'intéresse. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est vrai que tout mon travail, bien sûr, je parle de changement climatique, je pense des paysages, mais je pense que la beauté de l'homme m'intéresse encore plus. Et on a fait ce film que j'aime beaucoup qui s'appelle Human. Je ne suis qu'un homme parmi 7 milliards d'autres. Depuis près de 40 ans, je photographie notre planète pour essayer de comprendre la Terre sur laquelle je vis. Alors que l'humanité progresse, j'ai le sentiment qu'on vit toujours dans un monde à 2 vitesses, plongé dans les inégalités, déchiré par les guerres. On n'arrive toujours pas à vivre ensemble. Aujourd'hui, naïvement, comme un enfant pourrait le faire, j'ai envie de poser une question. Pourquoi ? Pourquoi de génération en génération reproduit-on les mêmes erreurs ? Ce n'est pas dans les chiffres et les statistiques que je cherchais une réponse, mais dans l'homme. Pour moi qui photographie la planète, c'est dans les visages, les regards, les paroles, que je vois aujourd'hui une façon forte de plonger dans l'âme des hommes. Un proverbe dit que les yeux sont le miroir de l'âme, je le crois. Car il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui t'ouvre son cœur. Chaque rencontre te fait avancer, chaque histoire est unique. En me plongeant dans celle des autres, j'avais envie de comprendre. Avons-nous tous la même soif d'amour, de liberté et de reconnaissance? Dans un monde tiraillé entre la tradition et la modernité, nos besoins immuables sont-ils partout les mêmes? Et au fond, qu'est-ce qu'un être humain aujourd'hui? Quel est le sens de sa vie? Nos différences sont-elles si grandes? Ne partage-t-on pas plus de valeurs qu'on ne le croit? Et si oui, pourquoi est-ce toujours si difficile de se comprendre? Monte le son là, monte le son. J'avais envie de poser toutes ces questions, de parler de l'humanité.
Un pari fou, utopiste. Merci. Avec mes équipes, nous l'avons pris avec beaucoup d'humilité. Pendant 2 ans, nous avons parcouru 65 pays, filmé la nature et les espaces que l'homme a créés, fait plus de 2000 interviews pour aller à la rencontre des autres. Ceux dont on parle et surtout ceux dont on ne parle jamais, ceux qui pour la première fois racontaient leur vie. J'ai voulu extraire les hommes de leur environnement, ne garder que les visages et la parole. Imaginez un film où la force des mots résonne sur la beauté du monde. Proposer un voyage à travers des paysages, mais surtout à travers des histoires humaines. Dans Human, il n'y a pas de commentaires. J'ai laissé la parole brute, pure. En mettant au cœur du film les mots de l'humanité, la pauvreté, la guerre, l'immigration, l'homophobie. J'ai fait des choix engagés, politiques. Mais les hommes m'ont aussi parlé de tout, de leur difficulté de grandir comme de l'amour ou du bonheur. Et c'est la richesse de toutes ces paroles humaines qui fait le cœur de Human. Alors, on est parti autour du monde. On a fait 2000 interviews dans le monde. Avant, on avait fait ce projet qui s'appelait 6 milliards d'autres qu'on avait montré au Grand Palais. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce travail d'interview me fascine. J'adore faire ce travail. Les gens vous disent des choses inouïes. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand vous avez fait Human, quand on a fait Human et qu'on a eu ces 2000 interviews, pourquoi en couper quoi ? On aurait pu faire un film. Et c'est vrai que le premier film, il faisait 9 heures de suite. Et j'aurais adoré que le film fasse 9 heures, mais malheureusement, aucun cinéma l'aurait accepté, ça aurait été trop long. Enfin, si vous voulez voir ce film, regardez-le sur la version cinéma, la version non coupée sur YouTube, et c'est un film qui peut peut-être changer un petit peu votre vie. Je le pense sincèrement, parce que pas du tout à cause de nous, hein, parce que les gens nous ont dit des choses formidables. Là, par exemple, c'est le président, on a interrogé beaucoup de gens célèbres, d'hommes politiques, de chefs d'État. Il n'y en a vraiment qu'un seul qui nous a marqué, c'est Pepe Mujica, qui est le président du Uruguay, qui a été envoyé par Fidel Castro pour lutter contre l'extrême droite, le Condor en Argentine, au Chili, en Uruguay et au Brésil. Et il était président du Uruguay, et voilà ce qu'il raconte sur la croissance. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Tellement brillant, tellement simple. Hein, c'est assez... ouais, on peut l'applaudir. Alors, il n'a pas été réélu parce qu'on est président qu'une seule fois en Uruguay, mais il vivait dans un petit jardin, il vendait ses fleurs le matin et le soir, il allait travailler à la présidence. C'est assez extraordinaire. Maintenant, je vais vous parler d'une personne qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Ekami Devi. C'est ce qu'on appelle les intouchables. C'est une caste en Inde, c'est peut-être la caste, les gens les plus pauvres du monde que j'ai jamais vus. Des gens qui travaillent toute la journée, qui n'ont rien, une petite cahute, ils ont beaucoup d'enfants. Et elle m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle m'avait dit, je ne sais pas ce que c'est que la joie de vivre.
Ils sont 160 millions d'intouchables. Quand ils vont à l'école, les maîtres d'école ne parlent pas aux enfants. Quand ils vont voir à la police, on ne les écoute pas. C'est assez invraisemblable. Et d'ailleurs, pour les interroger, on a été les interroger dans un autre village à côté. Et quand elle a fait cette interview, elle m'a parlé de sa vie, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as un mot, quelque chose à dire aux gens qui nous dirigent? Et en fin de compte, ce que vous allez écouter maintenant, j'étais tellement fier, elle a été projetée devant tous les présidents à New York, aux Nations Unies, à la UN Week qui est en septembre chaque année. हमार लड़का मुँह ताड़े सन हमनी के घर नहीं खे दुआर नहीं खे ना हमनी के खेती बा हमनी के देश देश से कुदारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा ओ में ले खाता नो में हमनी के एक बार खाता नहीं एक बार हमनी के उपास करता नहीं जा हमनी के केहू सुनवाइया नहीं खे सरकार के सुनवाइया बाने सरकार सुनवाइया नहीं की सरकारों अपने खतरे बानी गरीबों खतरा हमनी खतरा नहीं की सरकार हमनी के इतनी नेताजी लोग आके द्वार पर हमनी के देख ली जे कैसा नौकनी के घर बा द्वार बा का खाता रे सा का पिया ताड़े सन चटनी रोटी खाता रे सन नून मरचा खाता रे सन पटाई रहता रे अपना घर में गुटियाई रहता रे सन 72 बिनु ओढ़ना बिनु बिछौना बिनु Qui va nous aider? Et c'est vrai qu'elle avait perdu un enfant la semaine avant parce qu'elle n'avait pas eu d'argent pour acheter les médicaments. C'est ce qu'elle nous avait raconté. Alors, bien sûr, quand vous faites des films comme ça, vous êtes imprégné par tout ce que vous voyez et vous grandissez, quoi. Moi, je pense que je vieillis pas, j'ai grandi, je fais un métier que j'adore. Et on s'est bien aperçu après ce film sur les Human qu'il nous manquait de faire un film sur les femmes. Donc on a travaillé pendant 2 ans sur un film sur les femmes qui s'appelle Woman, qui est sorti malheureusement au moment du Covid, qui a été tué par le Covid. On n'a pas réussi à le ressortir parce que le film est passé à la télé. Il y a des gens qui ont vu Woman ici ou pas? Ah, voilà, bon. Et c'est un film que j'adore et on a travaillé. Bon, tout ce que je vais vous dire, chaque fois les films que je fais, je les adore, c'est vrai. Et on a fait ce film et on a travaillé avec une équipe de 18 filles. On était 2 femmes, j'avais que 2 garçons. Je peux vous dire que je me suis senti femme pendant 2 ans, écouter toutes ces interviews. Et c'est un film qu'on peut encore avoir sur Internet. Voilà. Il s'appelle Woman. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, m'embrasse pas, et je l'aime. I can do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am Superwoman. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एसिड से वार करता है। ये कहाँ की ये संस्था है? I'm no longer gonna be quiet because it's embarrassing. Ben savaşçı bir kadınım. 向上的女人 A feminist. Batalhadora. Пушисама. Exigente. Жизнерадостная. Dynamique. Веселая. Libre. Parfois je dérange, je dis que même Dieu
devrait être une femme. Voilà, c'est un film à regarder en famille et qui n'est pas, bien sûr, difficile, mais je me suis aperçu en tout cas que moi, le regard sur ma mère, sur ma femme, sur mes sœurs a changé après ce film. Et je pense que les femmes ont beaucoup plus d'épreuves à passer que les hommes dans leur vie, et ce film me l'a montré. Alors bien sûr, après, on a fait un film qui s'appelle Legacy, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, qui est la suite du film Home. Alors c'est un film qui était je voulais faire la suite de Home et dire un peu la vérité, ce qui se passe aujourd'hui. Et personne ne voulait de ce film. Oh, t'es trop pessimiste, France Télévisions refuse le film, TF1 refuse le film, Canal+ refuse le film, Arte refuse le film, et c'est M6 qui l'a pris. Et on avait fait un gros succès avec ce film. C'est vraiment la suite du film Home. Et je suis ravi parce que Sting vient de faire la voix anglaise du film. Il l'a fait très généreusement, très vite, et on va aller projeter le film à Glasgow à la prochaine COP. Alors voilà quelques instants. Et le film est gratuit aussi sur Internet. Si vous faites le replay M6, vous avez le film. Je vous conseille de le voir, c'est un film pour moi important. Est-ce que ces gens, sur cette plage de Rio, ont vraiment conscience de la crise à laquelle la planète est confrontée? Fort de toutes ces richesses, l'humain n'a pas renoncé à ses instincts d'accumulation, de reproduction et de dissémination. Avec une mortalité sans cesse repoussée, la population mondiale connaît une croissance galopante. Quand j'étais enfant, nous étions à peine plus de 2,5 milliards. En l'espace de ma vie seulement, nous sommes 3 fois plus nombreux. Toutes les secondes, nous sommes 5 de plus sur la Terre. 5 de plus, 5 de plus, 5 de plus. Le temps de voir ce film, nous serons 20 000 de plus sur la planète. Dans 4 jours seulement, nous serons 1 million de plus. L'année prochaine, 100 millions de plus. Nous pesons de plus en plus lourdement sur la Terre. Notre empreinte est de plus en plus profonde à mesure que nous nous encombrons d'objets. Poussé par les élans de la vie et la dynamique de son propre succès, l'humain a cru dominer les règles de la nature. Mais aujourd'hui, elle se rappelle à lui. Il ne peut pas y avoir une population infinie sur un territoire limité. On ne peut pas extraire une infinité de ressources sur une planète finie. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Bon, pour voir ce film, enfin tout ce qu'on dit, on le sait tous. On répète un peu les mêmes choses depuis longtemps. Alors en ce moment, je suis en train de faire un film sur la biodiversité en France et ça me fascine assez parce que, en fin de compte, on a demandé à tous les gens, on peut baisser un tout petit peu le son s'il vous plaît, on a demandé à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. Et c'est assez fabuleux, on a reçu 300 heures d'images en haute définition de tous les animaux du vivant qu'il y a sur la Terre. Et c'est formidable. En fin de compte, moi qui croyais connaître un petit peu la nature, je ne connais rien du tout, quoi. Je ne savais pas que le martinet, par exemple, est un oiseau qui va passer 3 ans dans le ciel sans se poser et qui va se nourrir du plancton du ciel. Je ne savais pas que les champignons, la symbiose, la mycorhize, les champignons et les racines, les arbres se parlent entre eux à cause des champignons, c'est assez fascinant. Et donc c'est vraiment sur l'intelligence de la vie, sous les animaux qu'il y a autour de nous en France et qu'on ne connaît pas, ce monde invisible et cette intelligence de la nature colossale. Et ça me fascine complètement. Alors tout ça, c'est filmé par des amateurs, des professionnels et c'est assez extraordinaire. Il y a quelques images
Et c'est un peu, ça me rappelle un peu le Kenya, ces moments où je vivais avec des animaux qui n'avaient pas peur de moi, et d'apercevoir toute cette nature, ça me fascine complètement. Je suis aussi en train de finir ce film. Voilà, on est en train il sortira l'année prochaine. On travaille sur un an, on met des pièges photos, on fait des time-lapse. C'est un film, les vers de terre. C'est assez fascinant de voir la vie. Alors, tout ça, sur chaque animal, il y a une histoire extraordinaire à raconter. Chaque fois, c'est... Alors les abeilles, alors quand vous commencez à expliquer les abeilles, c'est fascinant comment les abeilles se parlent. Et l'abeille, c'est assez curieux. Les abeilles, ce sont les animaux les plus étudiés au monde. Il y a eu 1500 thèses faites sur les abeilles, parce que depuis les Égyptiens, on se sert des trucs. Alors il y a énormément d'études qui ont été faites. Comment les abeilles se parlent, c'est assez extraordinaire. Alors, vous avez compris que je suis un peu activiste, que j'adore ce que je fais. On a créé une fondation à Paris que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle Good Planet, qui est dans le bois de Boulogne. C'est un petit château avec 3 hectares. Et là, avec... moi, j'y suis pas beaucoup parce que je fais mes films, mais j'ai une équipe géniale avec 350 bénévoles en plus des employés. Alors, on fait des expos photos, on parle des abeilles. Tout ça, c'est gratuit et ouvert à tous. Mon ami Armand Amar, qui fait les musiciens, qui est un musicien, une énorme une collection d'instruments de musique. Mohamed Younous est venu à des conférences en permanente. Si vous ne savez pas quoi faire le week-end, allez chez Good Planet, c'est gratuit, ouvert à tous. Dans le bois de Boulogne, on n'est pas assez connu. Il y a une école de cuisine, vous voyez, où on apprend aux enfants à faire la cuisine avec, sans gâcher. Et on a fait aussi quelque chose de très bien. On a envoyé dans toutes les écoles de France, on a envoyé 80 000 kits de posters sur les ODD. C'est des posters qui sont dans toutes les écoles de France. Ce sont les objectifs du développement durable que la France a signés avec les Nations Unies. Alors aussi, à la Fondation, on est en France, on est pratiquement les seuls, on est en tout cas le plus important de faire la compensation carbone solidaire. Quand vous prenez l'avion ou la voiture, vous pouvez compenser votre carbone d'une façon solidaire. En fin de compte, on construit des réservoirs de biogaz en Inde. Je crois qu'on est en train d'en construire 25 000, ce qui permet dans les familles indiennes d'avoir de l'énergie, d'avoir du méthane que vous fabriquez avec des déchets agricoles et un peu de merde d'animaux. Vous arrivez à faire du méthane et c'est assez formidable que ça empêche les filles d'aller couper du bois, donc ça empêche la déforestation et souvent les enfants peuvent aller à l'école. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu, un écolo un peu perdu, je suis toujours optimiste, mais même extrêmement inquiet sur ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est aux Nations Unies. Il faut savoir que les COP ne servent à rien, en gros, même si chaque année on en parle. Jamais une COP n'a fait descendre ces grandes COP, ces grandes réunions d'hommes politiques pour parler du réchauffement climatique. Un exemple assez symptomatique, l'accord de Paris, la COP 21. Dans l'accord de Paris que tout le monde a signé, il n'y a pas le mot énergie fossile dans le rapport. Il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot gaz, il n'y a pas le mot charbon, que si on mettait ces mots-là, les pays producteurs ne signaient pas l'accord. Vous voyez bien à quel point, une espèce d'hypocrisie générale politique, et je pense que ça viendra du bas. Je pense que sincèrement... Vous voyez, aujourd'hui, on parle du gaz, mais le gaz, c'est toujours des énergies fossiles. Alors, bien sûr, Total est en train de travailler pour remplacer par du gaz, mais le gaz, c'est comme des énergies fossiles. Aujourd'hui, les États-Unis sont redevenus le premier consommateur des énergies fossiles avec le gaz de schiste, absolument incroyable. Et puis, il y a le nouveau, quand même, de toutes ces femmes. Je pense que les vrais héros de l'environnement, Greta Thunberg en est la première, c'est toujours des femmes. C'est assez étonnant de penser que Jane Goodall, toutes les femmes que j'admire en environnement, c'est toujours des femmes. Karen Carson, qui a dénoncé le DDT dans les années 70, énormément de femmes qui se battent pour l'environnement. Elles ont une sensibilité, un courage peut-être que nous, on n'a pas. Et puis, vous savez, je pense aussi que ça viendra d'en bas, quoi. Ça viendra de la base. Vous savez, c'est une photo que j'ai faite... je suis en train de faire un film qui s'appelle France, une histoire d'amour, où je veux parler de tout ce qu'il y a de bien en France, les lois sociales, les gens, le terroir. On a été filmé l'arrivée de la Coupe du Monde. Vous voyez, ça, c'est les Champs-Élysées. Vous voyez, il n'y a plus de voitures. Il y a 2 millions de gens dans les rues. Quand on fait une marche pour le climat, on est 40 000. Quand il y a la marche pour la passe sanitaire, il y a 200 000 personnes. Quand on sera 2 millions dans la rue à manifester pour le climat, le monde changera. Je pense que les hommes politiques ne sont malheureusement que le miroir de ce que nous sommes et que le Graal des hommes politiques, c'est le pouvoir d'achat, c'est les emplois à ne pas perdre, c'est la croissance. Et malheureusement, la croissance comme on a aujourd'hui est en train de nous tuer tout simplement. Alors c'est vrai que ce n'est pas très agréable. On dépend tous de la croissance, ce n'est pas très agréable à dire, mais malheureusement, c'est la vérité.
En ce moment, je suis en train de faire un film, on a passé de gens qui s'intéressent. On prépare un film pour France Télé. Comme là, on est dans un endroit où on parle des villes, ça va vous intéresser. On cherche une ville entre 10 et 20 000 habitants, et on va essayer de faire ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne où 150 personnes qui ne connaissaient rien à l'environnement sont devenues plus radicales que moi je le suis, simplement avec 7 week-ends de formation. Et j'ai été, moi, le dernier jour où la Convention citoyenne s'est arrêtée, c'était incroyable comme les gens étaient très émus d'avoir travaillé ensemble, et surtout, ils avaient endossé leur rôle de citoyen, le rôle de leur devoir, de leur mission. Et je pense qu'on va essayer de faire pour France Télé un gros prime, un prime time, c'est une émission importante, où on va être dans une ville et on va essayer de les faire changer, surtout qu'on va essayer de changer avec la ville, avec les réseaux associatifs. Et ce qui est intéressant, c'est de filmer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc de faire venir des gens qui passent des films, qui expliquent, d'emmener les gens voir les éoliennes, voir comment fabriquer une voiture électrique. Ce qui marche et ce qui ne marche pas, essayer de l'expliquer. Ils sont tous un peu perdus. Est-ce que l'hydrogène, c'est bien ou c'est pas bien? Le bio, sous plastique, c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Donc on est à la recherche d'une ville. Donc je vous le dis, on a bien sûr beaucoup déjà d'offres, mais je vous le redis quand même. Et puis, pour finir, je voulais vous dire, mon arrière-grand-père, il était éditeur, 1780, je ne sais plus de quelle année ça, on faisait les 1780 à 1860, ils éditaient les livres de voyage. Et ces livres que j'ai encore chez moi, que j'ai scannés, tous ces animaux qu'il y a là, ils existent encore, on peut encore les voir. Et je suis vachement fier de voir ce que faisait mon grand-père, qui était un éditeur. Et puis moi, je me demande si mes petits-enfants, ils pourront voir eux aussi les lions que j'ai étudiés au Kenya. Est-ce que vraiment les lions, les animaux, les photos que j'ai faites, est-ce que mes petits-enfants pourront les voir? C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour les lions, parce que tous ces animaux sauvages, des gros prédateurs, les territoires des réserves se réduisent, les Maasai qui avant les tuaient à la lance, aujourd'hui les empoisonnent. Donc vraiment, aujourd'hui, tout le monde vivant qui est autour de soi, si par exemple, quand vous savez qu'aujourd'hui en France, on a perdu 80% des insectes volants. Vous imaginez, avant, quand on prenait votre voiture était couverte d'insectes, de moustiques, tout le monde connaît l'histoire. Et aujourd'hui, ces moustiques, on en a besoin. Pourquoi il y a beaucoup plus de tiques aujourd'hui? Parce qu'il manque de prédateurs. Il se passe quelque chose. Et moi, dans ma maison, j'ai beaucoup de nids d'hirondelles. D'habitude, j'avais une vingtaine de nids d'hirondelles. Cette année, j'avais 3 nids d'hirondelles. On voit bien, évidemment, il y a un effondrement de la vie sauvage autour de nous. Et je pense qu'il faut le savoir. C'est pour ça que c'est très important, ça c'est vraiment quelque chose que je dis, c'est très important de manger bio. Ceux qui ont les moyens de le faire et de payer les bio au vrai prix, que c'est assez compliqué de faire du bio, vous l'avez bien compris. Puis je voudrais finir par une chose que m'a dit cette dame, qui est une dame qui habite à Madagascar, agriculteur de subsistance, 5 minutes. Mais ça ne sera pas 5 minutes, ça sera le temps qu'il faudra, mon chéri. Alors vas-y. Pour pouvoir laisser du temps à des questions. Ne t'inquiète pas, on prendra, je suis là, je suis à votre disposition. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est une dame, je suis désolé, qui habite Madagascar. Et quand on fait ce film Human, on pose des questions à tous les gens, c'est des interviews qui durent longtemps, 1 heure, 1 heure et demie, on parle de beaucoup de choses. Et à un moment, on lui dit, quel est votre plus grand rêve? Alors elle me parle de la mort, de ses enfants. Et je lui dis, mais non, parle-moi de toi en tant que femme, quel est ton plus grand rêve d'être humain? Et elle m'a dit quelque chose à laquelle je pense tous les jours. Elle me regarde dans les yeux, droit dans les yeux, et elle me dit « J'aimerais mourir avec le sourire ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir avec le sourire, ça veut dire qu'on est content de sa vie, on est content de ce qu'on a fait, qu'on a créé quelque chose, on va tous mourir un jour, c'est écrit, il faut s'y préparer, il faut le savoir. Et ce qui est important, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut donner du sens à ce qu'on vit. Il faut savoir que tout ce qu'on fait doit être utile au monde. On n'a pas le droit de faire un métier inutile. C'est facile de dire pour moi parce que je suis un privilégié, mais je le pense sincèrement, donner du sens à sa vie, être heureux de ce qu'on fait. Et c'est ce moment de l'humanité qui est un moment absolument incroyable, puisqu'on parle de la 6e extinction, on parle quand même de la fin du monde, ce qu'on disait avant dans la Bible. Aujourd'hui, on en parle vraiment, c'est ce qui arrive, on a même du mal à le comprendre. Et c'est le moment peut-être de se dire, qu'est-ce que je donne comme sens à ma vie? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde compliqué et difficile, il faut savoir apprendre à aimer, à partager, à faire beaucoup plus de ce qu'on fait, d'être beaucoup moins cynique, beaucoup moins sceptique sur toutes les bonnes actions, parce que je pense que véritablement, il n'y a que l'amour qui sauvera le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Artus Bertrand.
Je pense qu'après cette présentation qui nous a, en tout cas je pense ne pas être le seul, beaucoup touché, ce serait vraiment intéressant d'avoir un petit moment d'échange avec le public. Mais juste avant, vous avez parlé de vos différents projets tout au long de votre vie, des projets plus récents, la Fondation Good Planet, que je vous invite évidemment à aller voir dans le Bois de Boulogne. Il y a un projet récent que vous lancez en ce moment, la Vallée de la Millière. Est-ce que vous voulez peut-être en dire quelques mots ? Oui, c'est drôle parce que plus je vieillis, plus j'ai de projets, c'est dingue. J'ai 75 ans aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une énergie de 20 ans. Et je fais beaucoup de choses. Mon assistante qui là peut vous le dire. C'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est vrai qu'on a fait un projet formidable. Avec ma famille, on a acheté une 30aine d'hectares. Et je fais ce qu'on appelle du rewild. Je laisse les 30 hectares en liberté, je laisse tout pousser. On a fait des études avec les scientifiques. Il y a 150 espèces de plantes et d'insectes dans cet endroit. Il y a donc 45 en voie de disparition. C'est un endroit magnifique, il y a une petite rivière qui passe au milieu, avec 2 maisons d'hôtes. Dès que j'aurai trouvé l'argent, on va essayer de faire des maisons d'hôtes. Et c'est un endroit qui va être ouvert, bien sûr, au public, aux écoles. Et je suis ravi de faire ce truc-là. Voilà, ça s'appelle la Vallée de la Millière. C'est un projet associatif. Et on a acheté je ne l'ai pas encore payé entièrement, c'est encore à la banque, mais on va essayer de le payer. Je l'ai mis en association avec tous mes voisins pour que tout le monde puisse en profiter. Ça s'appelle la Vallée de la Millière. Ça va ouvrir l'année prochaine, je pense qu'on va. Et on va créer aussi avec Guerlain, qui m'a donné un petit peu d'argent, faire un grand jardin sur 2 hectares. Permaculture, fleurs, réfléchir faire un peu un jardin-forêt, voilà, avec beaucoup de fruits et de légumes. Merci de m'avoir donné les moyens d'en parler. Bien sûr. C'est un lieu qu'on peut visiter ou pas encore. On peut venir. Oui, ça va être ouvert en public, bien sûr. Bon, c'est à côté. 40 km et j'habite au Ménul, un petit village dans les Yvelines, voilà, près de Rambouillet. J'habite dans la forêt de Rambouillet. J'ai la chance formidable d'habiter. Et d'ailleurs, c'est drôle, en parlant de forêt de Rambouillet, pendant le premier Covid, je me suis beaucoup promené dans la forêt tous les jours. Pour ceux qui ont eu la chance d'être à la campagne, le premier confinement, il faisait un temps incroyable. Depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin, il a fait beau. Donc on a vu, je voyais la forêt sans une feuille, et puis j'ai vu les feuilles. Donc et toujours me promener dans la forêt avec mon chien, mais je n'avais pas le droit, mais je le faisais quand même. Et l'harmonie de la forêt, c'est extraordinaire, la beauté. Je me suis aperçu que la beauté du monde, quand je recherchais partout, dans le monde entier, je l'avais autour de chez moi. Et quand je suis rentré à Boulogne-Billancourt, où j'ai mes bureaux, je trouvais tout moche. Les rues, les bagnoles, les gens, les magasins. Il n'y a rien de plus beau que l'harmonie de la nature, en fin de compte. Et nous, ce qu'on fait, on arrive rarement à être aussi parfait que la beauté du monde, en fin de compte, la beauté naturelle du monde. Voilà, c'est une réflexion que je me suis faite. Pas très important, mais je voulais vous le dire. Si vous voulez, je peux répondre à vos questions. Vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Voilà, avez-vous des questions ? Oui, bonjour et merci pour cet exposé qui est franchement magnifique et impressionnant. Par rapport à votre parcours de vie qui est assez incroyable, s'il y a une chose que vous auriez voulu faire différemment, qu'est-ce que ça serait ? Et si vous aviez un message à donner aux futures générations, alors j'ai bien compris que l'alimentation, le bio et le fait de manger végétarien, ça vous importe beaucoup, mais voilà, quelles sont les pistes pour avoir un peu d'espoir sur le rapport du GIEC qui est sorti, qui est assez effrayant. Oui, alors un dernier rapport du GIEC est absolument incroyable. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le rapport Meadows, un rapport qui était fait pour le Club d'Europe dans les années 80, parlait de 2020 comme moment où ça allait commencer à merder. C'est assez étonnant de voir que dans les années 80, je me souviens très bien du Club de Rome, on en parlait toujours avec un petit sourire, en disant que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Et bien déjà, ils avaient prévu ce qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que j'aurais changé dans ma vie ? Je ne sais pas. En fin de compte, je suis quelqu'un d'assez opportuniste. En fin de compte, quand vous êtes photographe, réalisateur, vous allez un peu où ça va. On n'a jamais de plan de carrière et peu écrit. Je ne pensais pas que je ferais du cinéma un jour. Je ne sais même pas si je voulais être scientifique, étudier les lions, tu vois, et je me suis trouvé photographe. Donc, peut-être que si je voulais refaire, je ferais peut-être faire un peu plus attention aux gens autour de moi. C'est vrai que quand on est parti comme ça, on est ambitieux, on fonce. Aujourd'hui, j'essaye de regarder un peu moins le nombril et regarder un peu plus les autres. C'est vrai que je travaille avec des gens, je travaille avec des gens qui font beaucoup pour les autres, s'occupent de réfugiés, et ça me fait du bien de voir que voilà, j'essaye en tout cas aujourd'hui. Je pense que le fait et c'est assez étonnant, je suis en train de faire un livre en ce moment sur ma vie. En fin de compte, je parle beaucoup d'amour dans le bouquin. J'ai envie d'aimer aujourd'hui. Je pense que de voir toujours le positif de ce qui se passe autour.
de ne pas toujours râler, attaquer, de culpabiliser, dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense qu'on est tous un petit peu responsables de ce qui arrive. Il y a pas, on n'est pas parfait, quoi. Il y a des gens qui font beaucoup plus que moi, il y en a qui font beaucoup moins, et alors voilà, mais je pense qu'on n'a pas bien compris ce qui est en train de se passer. Moi, malheureusement, je suis plongé là-dedans, je ne lis que des livres là-dessus, je ne garde que des nouvelles sur l'environnement, peut-être que je deviens un petit peu... et c'est vrai que ça devient... ça fait peur, quoi. Ça fait peur ce qui arrive en ce moment, on le sait tous. Alors les jeunes générations, d'abord j'ai envie de leur dire pardon, première chose, parce que ce qui se passe en ce moment, nous sommes responsables de ça, c'est nous qui l'avons fait. Il ne faut pas demander. Moi, il se trouve que j'ai des écoles qui portent mon nom en France. C'est des enfants qui, voilà, c'est pas moi, c'est les convictions et voilà, l'esprit de ce qu'on dit qui est important. Et en même temps, j'ai honte d'être dans une école. Vous êtes dans un enfant, il y a marqué partout trier les déchets, sauver la planète. Vous voyez, quand les écoles. Et en fin de compte, c'est nous. Et il ne faut pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce que j'ai rien à dire aux générations. Par contre, j'ai un truc à dire à toi de faire. C'est toi qui dois faire, c'est pas les autres. Il ne faut pas demander aux enfants de porter le poids du monde. Et ça, dans le film Legacy, on le dit bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'étais pas très longtemps dans la ville de Hyères, dans le sud, où je présentais un film, Planète Océan. Et il y a un petit garçon qui me dit, Monsieur Arthur Bertrand, c'est quand la fin du monde? Ce n'est pas des questions marrantes, hein, ce n'est pas une question où tu as envie de répondre. Il dit la fin du monde, c'était avant le rapport du GIEC, c'était il y a 2 ou 3 ans. Et c'est vrai qu'on parle de la 6e extinction, ce qui veut dire la 6e extinction, c'est la fin de la vie telle qu'elle est sur Terre aujourd'hui, quoi. La planète va continuer à tourner, mais la vie telle qu'elle est, si on continue comme ça, elle s'arrêtera un jour au lendemain, c'est écrit. Et je demande aux enfants, et le gosse, il me dit, mais vous savez, moi j'écoute mes profs, je vois les journaux, j'écoute la radio, toute la journée on entend ça en fin de compte. Et je demande aux enfants quels sont ceux qui croyaient en la fin du monde. Ben, ça ne m'a pas fait rire du tout, parce que 70% des bras se sont levés, des gosses de 14-15 ans. Et moi, je me souviens, quand j'avais 14-15 ans, même d'en parler, toi, je suis ému, je n'avais pas peur de l'avenir. L'avenir ne me faisait pas peur. On était là, souhaité formidable. Aujourd'hui, un gosse de 14-15 ans, vous voyez ce qu'on lui dit, ce qui va se passer, et donc à nous de nous réveiller et de faire quelque chose. Voilà, donc j'ai pas... Et puis vous savez, la solution... je ne l'ai pas, la solution. Je pense que tous ici, dans son métier, dans ce qu'on fait, on a la solution. Qu'on soit banquier, qu'on soit mécanicien, chauffeur de taxi, maire d'un village, on a tous le devoir et la mission, je pense, d'améliorer le monde dans lequel on vit. Voilà. Et c'est peut-être ça qui nous permet d'accepter ce qui est arrivé. Agir rend heureux. Voilà. Bonjour. Merci. Je vais juste rebondir. J'ai un peu voyagé. Je suis d'origine marocaine. Est-ce que vous nous avez fait partager? Ça résonne. Et ça fait peur. Parce que j'ai un petit gamin de 9 ans. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais bon. Donc, on se va tous pleurer, là. Non, on se pose des questions, mais en tout cas, la personne qui a parlé, là, en Inde, que vous avez diffusé à l'ONU, j'ai eu la chance d'aller à l'ONU en 2000, avec une délégation de 136 jeunes, français et européens. Et j'ai serré la main de Kofi Annan, mais symboliquement, voilà. Mais c'est une mascarade, quoi, l'ONU, c'est une mascarade. Je ne fais pas de politique, mais juste pour revenir, je vous remercie, et j'espère, en tout cas, vous pourrez venir dans le Nord-Pas-de-Calais, pour faire, en tout cas, pour projeter et faire cette présentation. Je prendrai vos contacts. Parce que ce message-là, il faut le transmettre, il faut le mettre en avant, partout. Et je suis scandalisé, la question elle est là, pourquoi les grandes chaînes de télévision qui font beaucoup d'audience ne vous tendent pas la main? Non mais, ils le font. Peut-être que j'ai mal présenté le film, parce que en vous deux, je suis revenu sur France Télévisions, mais alors pour parler de Nations Unies, il se trouve que j'étais très, très ami avec Ban Ki-moon. Très ami, c'est pas le mot, mais j'étais ami avec lui, je le voyais souvent. Et je me souviens, à un moment, je ne sais pas, vous vous souvenez, il y avait Gaza qui avait été bombardé par les Israéliens, il y avait une école des Nations Unies qui avait été bombardée avec des morts. Et j'ai envoyé un petit SMS, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas vous installer, vous ne faites pas le siège des Nations Unies à Gaza, le temps de... Et là, tout s'arrêtera immédiatement, pourquoi vous n'y allez pas? Et il m'a dit, mais Yann, vous n'avez pas compris, je ne suis pas le président du monde, je suis le secrétaire des présidents.
Et en fin de compte, il est que le secrétaire, le général des Nations Unies, et il doit respecter ce que les votes, en fin de compte. Et aujourd'hui, l'égoïsme des nations fait que de telle façon, on n'arrive pas à s'entendre. Aujourd'hui, par exemple, dans le film Legacy, on dit simplement, il suffirait, si on veut vraiment arrêter ce qui est en train de se passer, on peut le faire. Il suffirait chaque année de réduire de 5% nos énergies fossiles. On décide que tous ensemble, on va le faire. Mais c'est impossible à faire. Si la France le fait, si l'Allemagne ne le fait pas, la Suisse ne le fait pas, on met notre économie en jeu. C'est très compliqué. Donc on est prisonnier de cette croissance, de cette envie de garder des emplois, de continuer à faire comme avant, en essayant d'arranger, en faisant des petites choses. Et on ne fait rien, quoi. Donc, en fin de compte, l'espoir, c'est là de se dire pourquoi est-ce qu'on pourrait très bien décider les énergies fossiles, mais voilà, on va arrêter. Voilà, on va chaque année, parce que c'est ça le vrai problème. Alors, il y a d'autres choses, il y a les pesticides, il y a beaucoup d'autres choses, mais surtout les énergies fossiles, on pourrait très bien décider aujourd'hui de le réduire, mais l'égoïsme des nations, la mauvaise entente, voilà. Est-ce qu'il nous faudrait un dictateur vert? Je ne sais pas, qui va nous obliger. Et en fin de compte, je pense que tout ça, ça viendra d'en bas. Et que je pense que les Allemands qui ont vécu ces crues invraisemblables avec ces dizaines de morts ont compris que c'était le changement climatique. Je pense que je voyais l'autre jour dans le Gard, en France, des automobilistes qui étaient élitreillés par un hélicoptère. Vous l'avez tous vu. On voit bien qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer, qu'on a tous un truc à faire. Mais quoi faire ? C'est pour ça que nous, on va essayer de faire ça sur une ville. On est toujours là pour essayer de... Mais je pense que tous ensemble, je pense tous ici, on est d'accord, on a envie de faire quelque chose. Mais c'est souvent voilà, le quotidien, les envies de confort, voilà, nous empêchent d'avancer. D'autres questions, s'il vous plaît. Ne soyez pas... je pense qu'il faut garder le moral et je pense que tant qu'on est en vie, on peut espérer qu'on peut y arriver. Merci Yann. C'est vrai que tu arrives toujours à susciter l'espoir et même si tes films nous font pleurer, ils nous font aussi rire et sourire. Tu as toujours suscité l'émotion. Aujourd'hui, on parle de la fin du monde. Comment mettre une fin à la fin du monde? Ou pouvons-nous écrire la fin de la fin du monde? Est-ce que la nature ne va pas nous aider à prendre cette décision, comme tu viens de le dire? Qu'est-ce qui manque? La nature nous avertit. Nous sommes tous conscients, la prise de conscience est là. C'est quoi ce petit déclic qui manque? Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question. Mais si vous voyez le film Legacy, c'est assez formidable parce que c'est un film qui raconte l'histoire de l'être humain. Le gars qui peignait dans les grottes Chauvet il y a 35 000 ans, on commence le film comme ça, qui peignait les bisons, les lions, d'une façon extraordinaire il y a 35 000 ans. Il ne savait pas d'où il venait. Et il ne savait pas où il allait. Nous, on sait très bien d'où on vient et où on va. Donc on sait ça. Et la capacité de l'homme, c'est notre intelligence et notre capacité de travailler ensemble. Aujourd'hui, l'homme, dès qu'il est arrivé sur Terre, il est arrivé à éliminer des animaux qui étaient beaucoup plus dangereux, des énormes animaux, d'énormes lions, des ours, partout. Les grands animaux ont disparu quand l'homme est arrivé. Donc on a cette intelligence, cette facilité de coopération qui nous permet de changer les choses. Tout ça, aujourd'hui, on pourrait s'en servir devant ce qui est arrivé. C'est pour ça que je pense complètement que ça viendra d'en bas, de la base. Il n'y a pas de lobby qui nous oblige à mettre du pétrole dans nos bagnoles. Il y a bien sûr qu'il y a des lobbies, mais c'est nous on est assez grands pour décider ce qu'on veut faire. Et je pense que l'homme politique, je répète, il nous ressemble. Il n'est pas plus courageux que nous, ni plus intelligent. C'est vraiment à nous, ensemble, de changer les choses. Mais aujourd'hui, quand je vois que depuis 2008, depuis le film d'Al Gore, on parle beaucoup de changement climatique, tout est écrit, quoi. Chaque année, on dit il y a encore 2 ans, il y a encore 3 ans. On voit bien qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que notre envie de croissance nous empêche de le faire. Et quand vous parlez d'un pays en voie de développement, il se trouve que je suis très proche de gosses qui viennent de Brazzaville, qui sont en France. On n'en parle jamais là-bas. Et quand il est arrivé en France, j'ai un gosse qui fait des études de pilote en ce moment. Et je lui disais, mais est-ce que tu en parles de changement climatique? Il me dit, on n'en parlait jamais à Brazzaville. Ça n'existe pas, quoi. Nous, c'est les privilégiés qui en parlent. Il y a un pays comme le Bangladesh, où il y a 160 millions d'habitants, qui est bloqué entre les cyclones, parce que c'est un delta qui est extrêmement bas, et les glaces qui fondent de l'Himalaya. Un gars au Bangladesh, il émet 0,3 tonnes de carbone par an en moyenne par rapport au pays. Un Français, il émet 12 tonnes, et un Américain en émet 18. C'est dingue, quoi. Quelle injustice. Et ce sont les gens qui vont souffrir le plus du changement climatique, c'est ces gens-là. Mais bon, on a une espèce d'envie de confort, de consommer.
je sais pas. Mais bon, c'est difficile la solution, on l'a. Arrêtons les énergies fossiles. C'est une des solutions. Et tout ce que vous faites aujourd'hui n'aura un effet que dans 20 ans. Tout ce qu'on fait aujourd'hui n'aura effet que dans 20 ans. Il y a une inertie qui fait que de toute façon, ça va continuer pendant 20 ans. Plus il fait chaud, plus il y a d'eau dans l'atmosphère, plus ça va redescendre. Aujourd'hui, on voit bien, on arrive dans une région tropicale. On a des pluies tropicales. Vous avez vu la grosseur des pluies qu'on a? Il y a des chaleurs humides qu'on n'avait pas avant. Peut-être que j'imagine, mais tout le monde le sent, le changement climatique. Tout le monde le sent. Et on le sait tous, et puis c'est écrit, les scientifiques le disent. C'était déjà difficile de passer avant. C'est encore plus difficile de passer après. Mais je crois que le silence est un peu de mise, c'est pour ça que je me suis permis d'en laisser un peu. Mais je pense qu'on peut tous faire quelque chose. Et il ne faut pas sortir de là en se disant je peux faire encore plus que ce que je fais. Et ce qui est très important, et moi peut-être que moi c'est aussi quelque chose qui est en moi, qui est de plus en plus fort, c'est plus ça va, plus j'ai envie d'aimer, de partager tout ce que je vous dis en ce moment. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble. J'ai vraiment envie. C'est le moment de se rassembler, quoi. C'est pas le moment de s'engueuler les uns contre les autres. C'est au contraire le moment de se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et même les gens que tu n'aimes pas, il faut essayer de les convaincre. Voilà. Et... Bon, je vous embrasse et je vous aime, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir bien fort, effectivement, notre invité qui nous a passé un certain nombre de messages très forts, très puissants. Merci beaucoup. Les photos étaient splendides, les images merveilleuses. C'était, pour moi, en tout cas, un des points d'orgue de ce sommet que nous fassions à Innopolis dans nos vies, que nous mettions en œuvre tous ces conseils que Yann a pu esquisser. J'espère que le message résonne en vous comme il a résonné en moi et que je ne suis pas seul à avoir eu presque envie de changer de vie. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont végétariens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de devenir végétariens? Alors ça, j'adore cette question-là, parce que c'est la question, il y a plus de bras qui se lèvent la main que de gens qui sont... Et ça, c'est génial. Ça montre bien qu'on a tous envie de le faire. Et moi, il m'a fallu 10 ans pour le faire, donc voilà. Et pourtant, je suis un spécialiste. Voilà, donc je pense que d'arrêter la viande industrielle est déjà un geste très très fort, mais en même temps, il faut aider ces paysans qui sont embarqués dans des... J'étais hier dans l'Allier, il y a quelques jours, avec un gars qui avait un élevage de 6000 cochons, c'est pas normal, quoi. Il faut l'aider à changer de métier, et c'est pas facile, il faut l'aider à se transformer. Il le fera pas tout seul, il le fera qu'avec notre aide, et ça c'est important de savoir. Il ne faut pas laisser les gens, ces gens qui font ça, il faut les aider à se transformer, c'est ça qui est important. Et manger bio. Mangez bio dans les cantines de vos écoles, mangez bio dans les hôpitaux, mangez bio chez vous. Ça, c'est super important parce que bio, il n'y a pas de pesticides et donc on protège la nature, la biodiversité autour de nous. Je vous embrasse et je vous le redis, je vous aime. Allez, moi je pars à Nice parce que j'ouvre ce soir une très grande exposition après-demain. À Nice, si vous êtes du coin là-bas. À très bientôt. Voilà.